J'ai enfin pu prendre le volant de la Peugeot i208, la 208 électrique. Bon, je ne peux pas vous en parler dans la voiture et je vous explique pourquoi en fin de vidéo. Alors la 208, c'est un véhicule qui est très important dans la gamme Peugeot. C'est tout simplement le véhicule le plus vendu chez Peugeot, que ce soit en France ou en Europe. Et après une première génération qui était extrêmement réussie, sortie en 2012, la deuxième qui est sortie en 2019, n'avait pas le droit à l'erreur. C'est intéressant de comprendre comment est née cette Peugeot 208, parce qu'il y a eu pas mal de chambardements, on va dire, dans sa gestation. Peugeot a sorti la première génération de 208 en 2012. C'était pas les meilleures années de Peugeot d'un point de vue santé financière, on va pas se le cacher. Dans ces années-là, Peugeot était même quasiment au bord de la faillite. À peu près en 2012-2013, Peugeot avait déjà fait un effort d'investissement colossal pour la plateforme qui allait servir pour la future 308. La 208 qui est sortie en 2012 est restée sur une plateforme mise à jour de la 206 et de la 207, mais une voiture qui est quand même allégée et raccourcie, sans être spécialement moins habitable que la 207, donc c'était un bon point. Une voiture qui était bien née. Et après la plateforme EMP2 pour les voitures moyennes, Peugeot avait dans l'idée d'investir dans une plateforme plus petite pour tout ce qui allait être les citadines et les petits SUV qui allaient venir là en ce moment dans les années 2020. Donc cette plateforme ça aurait dû être le MP1, juste en dessous de le MP2. Mais la situation financière de Peugeot et la quasi-faillite qu'ils ont eue en 2012 a rebattu un peu les cartes. Et en 2014, Peugeot a dû être recapitalisé pour pouvoir continuer d'exister, donc notamment via pas mal d'aides de l'État, une remontée au capital de la famille Peugeot et l'arrivée d'un actionnaire chinois qui est le groupe Dongfeng, qui travaillait déjà avec Peugeot Citroën en co-entreprise pour produire des véhicules pour le marché chinois. Et à partir de ces années-là, les actionnaires majoritaires, c'était un tiers l'État, un tiers la famille Peugeot et un tiers Dongfeng. Et je pense que ça a pas mal chamboulé les plans de PSA en ce qui concerne la petite plateforme EMP1. Déjà, il fallait que la plateforme soit ultra efficace d'un point de vue financier, qu'elle coûte le moins cher possible à industrialiser, qu'elle ne soit pas trop compliquée à mettre en œuvre dans les usines, et aussi du fait de l'arrivée de l'État français, donc des contraintes, on va dire, un peu plus régaliennes concernant l'industrie, il fallait que cette plateforme permette de faire des véhicules électriques. C'est aussi, je pense, demandé du côté du chinois Dongfeng, étant donné que la Chine a pris pas mal d'avance en ce qui concerne les véhicules électriques, on va dire, abordables. Cette plateforme EMP1 est devenue la CMP, pour Common Modular Platform, et a donné une petite sœur qui s'appelle la ICMP pour la version électrique. Contrairement à d'autres constructeurs, PSA a choisi de décliner la plateforme CMP dans une version un petit peu modifiée pour produire des véhicules électriques. Le gros inconvénient de cette démarche, c'est qu'au niveau, on va dire, packaging de la voiture, donc la boîte qui contient l'habitacle, le moteur, les réservoirs, les batteries et tout ça, on est beaucoup moins efficient qu'une plateforme dédiée. La 208 thermique de deuxième génération n'est pas spécialement une voiture des plus habitables, et la version électrique n'est pas spécialement plus habitable que la version thermique. Donc ça, c'est un défaut quand même assez sensible. Mais la qualité de ce principe, de partir de la même plateforme pour les versions thermiques et les versions électriques, c'est pour Peugeot de pouvoir maîtriser le risque concernant l'investissement qu'il doit faire dans le véhicule électrique. Il sortait à ce moment-là d'une situation de quasi-faillite et chaque euro investi dans une nouvelle technologie devait être le plus efficient possible et assurer un maximum de retour sur investissement. Donc ce principe permet dans les usines d'adapter assez facilement la production en fonction des volumes de vente entre les différentes motorisations. En 2021, on se rend compte que la motorisation électrique prend quand même pas mal le pas et représente un bon pourcentage des ventes de la 208, mais c'était pas spécialement acquis d'avance lorsqu'ils ont conçu la voiture en, on va dire, 2013-2015. Et pour maîtriser le risque, si jamais l'électrique ne représentait que quelques pourcents des ventes, et on n'avait pas une ligne entièrement dédiée à la fabrication d'un véhicule qui représentait quasiment rien au niveau des volumes de vente. Et si jamais du jour au lendemain, on se rend compte que l'électrique, c'est plus du tout la bonne solution et qu'il faut revenir sur le tout diesel, Peugeot pourra facilement adapter sa production sans trop chambouler le reste. Un autre avantage aussi pour Peugeot, ça leur coûte moins cher à vendre, puisque pour chaque communication, chaque matériel, marketing et chaque publicité qu'ils font pour la 208, ils peuvent mettre un petit encart pour la 208 électrique, là où d'autres marques comme Renault ou Volkswagen
doivent faire une communication et un marketing dédié à leur gamme électrique. En résumé, partir d'une plateforme thermique pour faire de l'électrique, c'est pas ce qui est le plus optimal d'un point de vue produit fini, d'un point de vue aussi bénéfice pour le conducteur, mais d'un point de vue industriel et maîtrise des risques par rapport à l'investissement, c'était vraiment une idée pas inintéressante du tout. Un investissement qui a été payant pour Peugeot, puisque depuis que la 208 électrique, elle dépasse de temps en temps la Zoé au niveau des ventes en Europe. Bravo Peugeot pour ça. Avant de vous parler maintenant de la voiture en elle-même, un petit point sur le prix. Si vous allez dans votre concessionnaire Peugeot, vous allez vous rendre compte qu'une 208 avec un équipement, on va dire, milieu de gamme, sans tous les gadgets, mais avec quand même le minimum comme de l'aide au stationnement, des sièges chauffants ou tous les bons câbles qu'il faut et un chargeur embarqué triphasé. Une fois que vous avez pris à peu près ces options, vous reviendrez en location en tout cas sur un loyer sensiblement équivalent à ce qu'on trouve sur une Zoé. Et chose que vous savez peut-être moins, vous tomberez aussi sur un loyer sensiblement équivalent à ce que vous avez sur une Citroën C4 électrique. Ce qui se comprend puisque c'est la même base. Mais la C4 est plus grande et homologuée pour une autonomie supérieure. Alors le point le plus important que je retiens de la conduite de la 208 électrique, c'est son confort de suspension. Très bien suspendu, qui tient très bien la route. C'est vraiment super bien fait. Vous avez différents modes de conduite. Si vous passez en mode sport, vous avez jusqu'à 136 chevaux et une consommation absolument dingue d'électricité. Moi je suis surtout limité au mode normal pour être dans le cas d'usage quotidien de la plupart des propriétaires. Et en mode normal, ça se conduit très bien. C'est pas ce qui est le plus performant, c'est à peu près l'équivalent d'une Zoé 110 chevaux, mais c'est très confort. Un petit bémol, la sellerie sur la version active est pas terrible, ça passe, c'est pas non plus d'une qualité dingue. Si vous passez sur des versions Allure ou GT, vous aurez de meilleurs sièges. Concernant le iCockpit avec le petit volant et les compteurs placés au-dessus, moi j'aime bien. J'ai toujours aimé ce iCockpit Peugeot avec le petit volant, je trouvais ça très sympa. Mais je trouvais ça plus sympa limite sur l'ancienne 208 qui était un peu plus vive à conduire et forcément plus légère puisque pas disponible en électrique. Et une fois parlé du confort de suspension, j'ai pas grand chose à dire de plus concernant cette voiture. C'est une voiture on va dire extrêmement banale pour le reste. Ça tient bien la route, je vous l'ai dit. Le moteur fait du bruit, il siffle pas mal. Dans la Twingo aussi ça siffle, mais ça siffle à l'autre bout de la voiture, derrière, donc ça s'entend moins. Dans la 208 ça siffle juste devant nous, sous le capot, et ça s'entend très bien. Et je ne parle pas de l'avertisseur sonore pour les piétons, à peu près entre 0 et 30 km/h. Là même jusqu'à 70-80, on entendait le sifflement du moteur électrique. C'est pas extravagant, mais ça s'entend. Ça s'entend d'autant plus que les autres bruits d'air et de roulement dans la voiture sont plutôt bien contrôlés. On entend moins les autres bruits que dans la Twingo par exemple. Et question recharge et autonomie, qu'est-ce que ça donne ? Je pense que c'est là que la 208 n'est pas compétitive. Elle est, je vous l'ai dit, au même prix une fois négociée qu'une Renault Zoé. Et la Renault Zoé est à mon avis plus adaptée à l'infrastructure de recharge qu'on a aujourd'hui en France, et même en Europe. Alors je m'explique, la plupart des bornes accessibles au public qui ne sont pas sur autoroute sont des bornes dites en courant alternatif qui permettent de charger en 22 kW, une puissance de 22 kW grâce à un raccordement triphasé. Et la Renault Zoé permet de charger à plein, c'est-à-dire à 22 kW sur ce type de borne. La Peugeot 208, elle, se limite seulement à 7,4 kW, donc 3 fois moins, puisqu'on est en monophasé de série sur la 208 électrique. Si vous voulez bénéficier du triphasé sur la 208, c'est une option à 300 €, et vous atteindrez seulement 11 kW, là où la Zoé en atteint 22. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour une demi-heure ou une heure de recharge sur ce type de borne, donc qui sont très fréquentes partout en France, il vous faudra 2 fois plus de temps, voire même plus si on tient en compte la consommation, pour récupérer le même nombre de kilomètres entre une 208 électrique et une Zoé. Donc ça c'est quand même un point important à prendre en compte avant d'acheter la voiture. Et là certains d'entre vous me feront certainement remarquer que la Zoé ne propose pas de série de recharge en courant continu, et c'est vrai, et je trouve ça tout à fait regrettable, et qu'en option, elle n'accepte que 50 kW en courant continu. Là où la 208, grâce à son refroidissement liquide des batteries, peut accepter jusqu'à 100 kW de série en courant continu.
Sur le papier, c'est quand même un avantage tout à fait certain par rapport à la Zoé et ses 50 kW en option. Et je voudrais nuancer un peu ça pour deux raisons. D'une part, la plupart des chargeurs courant continu qu'on trouve en France, même sur les autoroutes, sont des chargeurs limités à 50 kW. C'est souvent des bornes qu'on appelle tri-standard. Vous avez 3 câbles attachés. Un câble type 2 qui va monter en 43 kW courant alternatif pour les premières Zoé à moteur continental par exemple. Un câble combo CCS en courant continu et un câble CHAdeMO courant continu aussi, les deux chargeant à 50 kW. Pour monter au-delà des 50 kW de puissance, il faudra aller sur des réseaux du style Ionity ou Total Energy. Encore que Total Energy propose sur certaines de ses stations-service une borne tri-standard comme je viens de vous décrire. Donc voilà, l'infrastructure de recharge en courant continu majoritaire en France, c'est encore que du 50 kW. Et soit dit en passant, on a beaucoup moins de bornes en courant continu que de bornes en courant alternatif. La deuxième raison pour laquelle je pense que les 100 kW de la 208 ne sont pas spécialement un avantage significatif, c'est que la batterie de la 208 est un peu plus petite que celle de la Zoé. Et l'une comme l'autre, autour de 50 kW, on reste sur des batteries d'une taille assez, on va dire, modeste par rapport aux mastodontes qu'on peut trouver aujourd'hui sur certains SUV allemands ou sur les Tesla. Et la puissance de 100 kW en courant continu, vous allez la voir quand vous rechargez sur un certain plateau, sur les premiers pourcentages de batterie. Ce qui est plus important, on va dire, c'est la puissance de charge moyenne, entre par exemple 10 et 80% de batterie. Sur la Peugeot 208 électrique, que vous la chargiez sur une borne à 50 kW ou une borne supérieure à 100 kW, la différence entre la charge 10-80%, ça va se jouer à 5-10 minutes, pas plus. Donc à mon avis, c'est pas un avantage dingue d'avoir la possibilité de charger à 100 kW en courant continu. Donc une 208 électrique qui est moins adaptée au réseau et à l'infrastructure de recharge tel qu'il existe aujourd'hui que la Renault Zoé, mais aussi une voiture qui propose moins d'autonomie que la Renault Zoé. Tout simplement parce qu'elle a une batterie un petit peu plus petite, je vous l'ai dit, et aussi parce qu'elle consomme un peu plus. Et vous vous retrouvez avec une autonomie homologuée de 324 km. Et du fait de la consommation, c'est quand même assez difficile d'atteindre ces 324 km d'autonomie. Là où sur la Zoé, vous vous approcherez, je pense, plus facilement des 380-395 km d'autonomie qui sont homologués. Mais pour moi, une autonomie homologuée, ça doit s'envisager dans le meilleur des cas. À bonne température extérieure, autour de 20 degrés, 25 degrés, donc sans clim, sans chauffage et à 80 km/h sur le réseau secondaire. Notre concurrente, fratricide dans le groupe Stellantis, c'est la C4 électrique qui est développée sur la même plateforme. La C4 qui, grâce à son aérodynamique un peu plus fine, avec sa forme arrière un peu fuselée et d'autres appendices aérodynamiques un peu plus à jour comparé à la 208, la C4 propose une autonomie homologuée de 354 km, soit la meilleure autonomie homologuée sur cette plateforme électrique du groupe Stellantis. Le moteur reste le même, donc avec ses défauts concernant la consommation qui sont assez connus par rapport à ces électriques de PSA. Mais la C4, c'est une voiture qui est plus grande, qui est plus spacieuse, donc et même plus spacieuse que la Zoé. Donc en fonction de vos priorités, c'est peut-être même un meilleur choix que la Zoé ou la 208, compte tenu bien sûr des réserves qu'on peut avoir du fait de l'autonomie et des capacités de recharge. Pour l'anecdote, cette 208, au départ, je voulais la louer une journée grâce à Free2Move. Je vous invite à revoir ma vidéo concernant les services de location courte durée, et j'ai pas pu. Parce que les locations courte durée Free2Move, ça se fait chez les concessionnaires. Et les voitures de location qu'ils proposent, c'est aussi les voitures qu'ils mettent à l'essai pour les clients. Et ça les embête un peu de mettre les voitures en location courte durée, puisque ça empêche des clients éventuels de pouvoir essayer la voiture s'ils en ont besoin. Donc à mon avis, une offre à revoir de la part de PSA, et aussi de toutes les marques qui font ce genre d'offres de location courte durée, avec le parc de voitures d'essai. A noter aussi que je m'étais renseigné concernant la 208 et la 208 électrique à peu près en même temps que quand je m'étais renseigné sur la Clio essence ou automatique en fin d'année 2020. J'avais pas pu essayer les voitures au moment où j'étais allé à la concession naturellement. Et le vendeur devait me rappeler pour les portes ouvertes quelques semaines après pour que je puisse essayer les deux voitures. On est en 2021 et j'attends toujours le coup de fil. C'est pas bien grave, ça arrive d'oublier. Mais bon, je suis parti sur autre chose depuis et j'avais pas eu l'occasion d'essayer la 208 électrique.
Alors je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont cette 208 électrique. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne voiture pour vous? Est-ce qu'elle répond bien à vos besoins? Et si vous ne l'avez pas, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de l'offre de Peugeot par rapport notamment à l'autonomie et aux capacités de recharge, par rapport notamment à ce que propose la Zoé. La Zoé est à mon avis plus adaptée à l'infrastructure de recharge telle qu'elle existe en France, avec finalement assez peu de bornes en courant continu qui dépassent les 50 kW. Mais comme je vous l'ai déjà dit, mon usage n'est pas le vôtre, donc je serais intéressant d'avoir votre point de vue par rapport à ces points. Donc merci à tous pour vos commentaires, tant sur les vidéos que sur les posts de l'onglet communauté que je mets régulièrement. Ça me fait super plaisir, et en attendant de discuter d'un nouveau sujet, je vous souhaite une bonne route, et je vous dis à bientôt.